Bonjour à tous, je suis Céline Bousseton. Ma mission, je prépare une série de contenus à destination des consultants RSE avec l'ambition de leur transmettre des connaissances pointues, souvent sous-exploitées en entreprise, mais qui peuvent faire la différence en mission. Parce que quand on est actif sur les CG de la RSE, il est toujours intéressant d'avoir un expert qui complète votre action. L'objectif, c'est mettre en lumière des leviers d'impact concrets, parfois méconnus, au sujet des emballages plastiques et autres emballages de manière plus générale. La finalité, c'est permettre aux consultants d'intégrer ces nouvelles connaissances dans leur approche conseil et de rencontrer d'autres experts qui peuvent être des intervenants complémentaires à vos actions chez vos clients. Aujourd'hui, c'est Arnaud Le Bérigot qui prend la parole et répond à la question: est-ce pertinent de débuter l'approche de la consommation d'emballage pour une entreprise en partant de la réglementation ou plutôt en partant de ses déchets? Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est un expert de l'emballage qui va s'exprimer pour nous. Arnaud, vous aidez les industriels dans les choix et la mise en place de leurs matériaux et emballages. Vous êtes business développeur chez Reuse, également auteur conférencier et chroniqueur. On vous retrouve facilement sur LinkedIn pour prendre contact avec vous sur ces thématiques. Alors tout d'abord, Arnaud, merci de prendre le temps de répondre à notre question du jour. Est-ce pertinent de débuter l'approche de la consommation d'emballage pour une entreprise partant de la réglementation ou plutôt en partant de ses déchets? Bonjour et tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Alors, pour répondre à la question assez directement, la réglementation est importante parce qu'on va être obligé de l'appliquer, obligé de la respecter. Néanmoins, c'est pas la seule chose à prendre en considération quand on va réfléchir emballage au sein des entreprises. Est-ce qu'on pense ou réglementation ou plutôt fin de vie? J'ai envie de dire de toute façon les deux, parce que la fin de vie des emballages post-consommation, c'est super important. Mais il y a encore deux autres choses à prendre en considération. Il y en a une, ce sont ce qu'on appelle les fonctions essentielles qui sont attendues. La deuxième chose, ce qui existe dans la réglementation, les 3 R. Et les 3 R, c'est réduire, réemployer et recycler. Alors, je vais démarrer par la réglementation, sachant que la réglementation, c'est une des choses qui fait qu'une entreprise va se remettre en question sur ses emballages. Et la réglementation, alors la réglementation aujourd'hui, elle est en train d'évoluer énormément. Il y a une réglementation française qui s'appelle la loi AGEC, qui est une réglementation 100% française, c'est du franco-français, qui est très contraignante, principalement pour les emballages plastiques. Et puis, il y a une réglementation européenne, alors, qui s'appelait avant PPWR, donc c'était une proposition de réglementation concernant les emballages et déchets d'emballage, qui maintenant existe sous un autre nom qui s'appelle 2025-40. Alors c'est pas, c'est pas hyper glamour, mais c'est comme ça. Hein. Donc ça, c'est de la réglementation européenne et c'est la réglementation qui va, en France, comme partout en Europe d'ailleurs, s'appliquer. Donc il va y avoir des interactions avec la loi AGEC. Aujourd'hui, quand on regarde les deux, on voit qu'il y a des compatibilités et des incompatibilités. Donc, il va falloir mettre tout ça en ligne, quoi. Donc, ça va prendre du temps. Elle est applicable à partir de l'été 2026. Je ne sais plus exactement la date, donc c'est pour ça que je dis l'été 2026. Et dans la loi AGEC, un point important qui concerne les emballages en plastique et qui n'est pas repris dans le PPWR, dans le règlement européen, la loi AGEC donne un objectif 2040, plus d'emballage en plastique à usage unique. C'est ce qu'on appelle un objectif inspirationnel, c'est-à-dire voilà, c'est l'objectif qu'on se fixe, mais il n'y a pas non plus d'obligation. Dans la loi AGEC, vous avez des obligations, vous avez des interdictions, et puis vous avez également ces objectifs dits inspirationnels. Donc tous les gens qui sont, qui tournent autour de l'emballage, aussi bien ceux qui produisent que ceux qui les utilisent, et puis toute la sphère qui est autour, c'est-à-dire toutes les associations, tous les syndicats, la presse, pendant tout un moment a fait focus sur la loi AGEC. On savait que le règlement européen arrivait. On va dire depuis un an, il y a énormément
de discussion autour. Alors, le règlement européen vis-à-vis des emballages en matière plastique est beaucoup moins contraignant. Voilà. Certains pensent qu'il est moins juste, d'autres pensent qu'il est plus juste. En tout cas, ils n'envisagent pas la suppression des emballages en plastique à usage unique d'ici 2040, mais il reprend ce qui existait dans une directive européenne avant, depuis déjà 1992 et applicable en France à partir de 1998, cette fameuse idée des 3 R, c'est-à-dire réduit les emballages, mais on réduit tous les emballages. C'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément un focus sur le plastique, mais on réduit l'ensemble des emballages. On va mettre en place du réemploi dès que ce sera possible. Et puis, le recyclage, il va falloir le développer. Ça, c'est ce que dit la directive au début. Directive abrogée par ce fameux règlement, justement, qui, lui, va imposer des pourcentages de réduction, de réemploi et des règles très précises concernant le recyclage. C'est indiscutable. Ces règles, elles sont assez différentes de la loi AGEC, et c'est la réglementation européenne qui va s'appliquer. Je vais vous parler maintenant de la gestion des emballages post-consommation. Est-ce qu'il faut raisonner fin de vie des emballages? Fin de vie des emballages, ça veut dire qu'est-ce que devient mon emballage à la fin? Est-ce qu'il est recyclé? Est-ce qu'il est incinéré? Est-ce qu'il va faire de la valorisation énergétique? Ou est-ce qu'il va même être enfoui? Parce qu'en France, ce sont des choses qui existent également. Mais avant d'arriver au niveau du recyclage, il y a 2 autres points. Enfin, d'abord, c'est la collecte et ensuite, c'est le tri. Donc, ça veut dire que concernant la collecte, il va falloir s'assurer que le consommateur comprenne bien que ce qu'il a dans les mains, c'est un emballage et qu'il doit le déposer dans un bac réservé aux emballages et qui sera collecté. À la maison, c'est relativement facile. Quasiment tous les Français maintenant ont compris qu'il y a le bac jaune ou le sac jaune ou des points d'apport volontaire dans les villes. Dans la consommation hors domicile, c'est un peu plus compliqué. Je vais bien prendre l'exemple de la gare. Vous avez 3 bacs de tri et vous en avez un qui est jaune. Donc, le consommateur français, on ne va pas prendre les exceptions, le consommateur français va faire tout de suite le lien entre son bac jaune à la maison et le bac qui est dans la gare. Par exemple, il est sorti du train, il a bu un café dans un petit gobelet en carton. Il va le consommer en général dans la gare et ensuite il va chercher les fameux bacs de tri. Il va les trouver dans la gare et en s'approchant des bacs de tri dans la gare, et c'est pour quasiment tout le monde pareil, hein, moi je passe énormément de temps à observer les gens faire ça. En fait, il s'approche des bacs de tri, il n'est pas dans un raisonnement, il a compris bac jaune, il va arriver, il a son gobelet dans la main, il s'aperçoit sur le bac jaune qu'il n'y a pas le petit dessin du gobelet, et là il va faire comme tout le monde, il va regarder ce qui est à l'intérieur des bacs, et en fait il va faire du mimétisme, c'est-à-dire qu'il va faire comme tout le monde, quoi. En général, il va le mettre dans le bac jaune, mais il arrive souvent, et il suffit de regarder dans les gares, que les gobelets, il faut prendre l'exemple des gobelets, c'est très parlant, on les retrouve dans les autres bacs. Et ce qui est assez drôle, c'est que en fonction du consommateur gaucher ou droitier, on va retrouver la cups ou dans le bac droit ou dans le bac jaune, quoi. Et si on veut s'amuser à compter le nombre de gobelets qu'il y a à l'intérieur, on va retomber quasiment juste sur le pourcentage de droitier et de gaucher qu'il peut y avoir en France. Et ça peut paraître assez dingue, mais en même temps c'est vrai. Donc, la collecte, importante. Le tri, ensuite, et ça, c'est hyper important. Le tri, ensuite, et notamment pour les emballages ménagers, parce que c'est là qu'il y a le plus d'emballages. Je vous parle que des emballages ménagers aussi, hein, parce qu'il y a d'autres emballages, mais on va parler que des emballages ménagers. Ça va arriver dans le centre de tri, et là, tout est automatisé. Vous avez des machines qui, en fonction de l'emballage, de sa matière, etc., va l'aiguiller vers différentes filières. Et justement, dans la réflexion de l'emballage, il va falloir prendre en considération ce point-là. Est-ce que l'emballage que je vais choisir sera reconnu dans le centre de tri? Souvent, ce n'est pas pris en considération, mais c'est super important de le prendre en considération. Et après, je vous parlerai de la notion de recyclable et recyclé, hein, c'est parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, en imaginant qu'il soit bien reconnu pour ce qu'il est, on va prendre la bouteille d'eau, par exemple, en plastique. Elle va être détectée comme étant ce qu'elle est, c'est-à-dire du PET, c'est la matière plastique, voilà.
Elle va aller, donc elle va être dirigée dans le centre. On va faire des balles avec, à peu près d'1 m3, et puis ce sera chargé sur un camion et ça partira chez les recycleurs. Donc voilà pour ça. C'est pour un petit peu pour les deux premières questions, c'est-à-dire la réglementation, oui, la gestion post-consommation des emballages, oui, mais il faut prendre en considération également les fonctions essentielles attendues. Les fonctions essentielles pour un emballage, c'est toujours lié à ce que ça va contenir. C'est-à-dire qu'en fait, on réfléchit jamais emballage pour l'emballage. Ça n'a pas de sens. L'emballage, si il existe que s'il y a un contenu à l'intérieur. Si vous n'avez rien à mettre dedans, vous n'avez pas besoin d'emballage. Et alors, ça peut paraître évident, hein. Tout le monde parle d'emballage. Ah ouais, celui-là, il est mieux que celui-là. Le plastique, c'est pas bien, le carton, c'est mieux, etc. Et, vous avez aujourd'hui des produits que vous ne pouvez pas mettre directement en carton, donc vous les mettez ou dans du 100% plastique ou dans du mixte. Donc vous êtes obligé de toujours de réfléchir couple produit emballage. Donc les fonctions, c'est protéger, transporter, conserver et informer. Alors quand je dis informer, c'est informer le consommateur. C'est au minimum ce qu'il y a dans l'emballage, de façon à ce qu'il sache ce que c'est, et l'ensemble des informations légales. Donc ça va être différentes choses, la composition, les allergènes, et pour l'industrie agroalimentaire, les calories, voilà, etc. Donc ça, ce sont les 4 fonctions dites essentielles. Puis vous en avez au moins 2 autres qui sont souvent, mais qui sont importantes aussi. Vous en avez une, c'est toute la partie marketing. Si vous ne rendez pas, pour un produit qui va aller par exemple en grande surface, si vous ne rendez pas désirable votre produit, il ne sera pas acheté. Un produit pas acheté, c'est un produit qui a été produit pour rien et qui a un impact environnemental qui est fort. Parce qu'on va souvent parler de l'impact environnemental de l'emballage, mais il faut encore une fois raisonner sur l'ensemble, d'accord ? Et si on s'amusait, une fois qu'on a fait, par exemple, une analyse de cycle de vie, une ACV, une fois qu'on a fait une ACV complète d'un produit emballé, si jamais on regarde uniquement l'ACV concernant l'emballage, on va être en moyenne, on est les études qui sont correctes, en moyenne, vont vous donner une part concernant l'emballage de 10% sur l'analyse de cycle de vie de l'ensemble du produit. Et encore, une bouteille d'eau, par exemple, vous allez avoir un impact de l'emballage de 50%, ce qui est énorme, mais sur un produit plus basique, comme des tranches de jambon, par exemple, vous allez, la part de l'emballage, ça va être peut-être 3%. Donc c'est peanuts, en fait. Donc, il y a cette désirabilité que vous êtes obligé de donner à votre emballage. Donc là, c'est du marketing. Et puis, vous avez une autre fonction, assez souvent, qui est utilisée, c'est de la praticité. C'est d'apporter quelque chose de pratique à votre emballage pour que le consommateur l'utilise de façon pratique. On a tous, à un moment ou à un autre, pesté à la maison contre les fameuses ouvertures faciles qu'on n'arrive jamais à ouvrir facilement. Alors on se dit, je suis nul, c'est écrit ouverture facile et j'y arrive pas. Et notamment les opercules qu'on n'arrive pas à déchirer. On est obligé de prendre un couteau pour découper tout autour. Ça, c'est de la praticité. Donc c'est d'apporter de la praticité également aux emballages. Et puis, pour terminer, je vais revenir sur les 3 R. Donc les 3 R, c'est réduire autant que possible les emballages en entrée. Donc en poids d'emballage, en unité d'emballage, en supprimant tous les emballages dits inutiles. Voilà. En France, il y a une réglementation qui est en train de définir en ce moment qu'est-ce que c'est qu'un emballage inutile. Voilà, ça va sortir là dans les mois qui viennent. Le réemploi, c'est mettre en place du réemploi pour remplacer des emballages à usage unique. Et puis, le recyclage. Alors, je vais commencer par le recyclage. Je vais choisir un emballage et je vais m'assurer que l'emballage que je choisis, il a une filière de recyclage. D'accord ? Ça ne veut pas dire que l'emballage va être recyclé, ça veut dire qu'il est recyclable. Et c'est ça la différence. Je vais avoir, par exemple, un produit emballé en tant que consommateur sur lequel c'est écrit dont 40% de matière recyclée. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a 40% de matière
recyclé. Si c'est écrit de l'autre côté, en plus, emballage recyclable, ça veut dire que l'emballage, il est recyclable. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera recyclé. Donc, c'est ça la différence entre les deux mots. Hein. Donc, ça ne veut pas dire ah oui, mais moi, tout va bien, j'ai pris un emballage qui est recyclable. Bah oui, mais il ne sera peut-être pas recyclé. Voilà. Et quand on prend les pourcentages aujourd'hui d'emballage par matériaux recyclés, les pourcentages qui sont donnés par l'ADEME, donc c'est quelque chose de relativement correct, eh bien, aujourd'hui, on voit par exemple que le verre est recyclé, collecté pour recyclage à hauteur de 90%. Le carton, je crois qu'on doit être à 72%. L'aluminium et l'inox, c'est les canettes et les boîtes de conserve, on doit être à 50 ou 55% maintenant. Et les plastiques, on est à 27%. Donc, vous pouvez avoir un emballage en plastique recyclable qui, quand même, n'a qu'une chance sur 4, on va dire, d'être recyclé. Alors, après, si c'est une bouteille d'eau, c'est différent. Il a 6 chances sur 10 d'être recyclé, enfin 2 sur 3 si vous préférez. Donc voilà, donc ça c'est important dès le début de se poser cette question. Ensuite, il y a la réduction. Donc la réduction, c'est la réduction en poids de votre emballage, mais c'est également la réduction de tout ce qui ne sert à rien dans votre emballage. Donc c'est tout ce qui est superflu. C'est d'essayer de supprimer ça. Quand AGEC en 2020 est arrivé en France, la réduction, elle a été comprise un petit peu de travers. En fait, elle a été comprise, je vais réduire le poids de mon emballage. Mais les industriels de l'emballage, enfin moi ça fait 25 ans que je fais du développement, ils ont toujours réduit le poids de la matière première parce que leur intérêt, il était économique, il n'était pas environnemental. Donc on l'a toujours fait. Bon, avec AGEC, on a continué à le faire. Mais j'ai envie de dire, pour le coup, AGEC, par rapport à ça, n'a rien apporté. Non, en fait, l'idée de la réduction, par exemple, où j'en ai pas besoin, ou je peux le remplacer par un autre emballage. Et concernant le réemploi, il y a donc cette réglementation française qui aujourd'hui n'est pas respectée, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs, qui sont quand même assez forts, hein. Mais vous avez le règlement européen qui arrive, avec des pourcentages des objectifs qui sont un petit peu similaires à ceux de la France, mais aussi un petit peu différents. Et il va falloir remplacer, et ça va être compliqué, il va falloir remplacer des emballages, quel que soit l'emballage d'ailleurs, quel que soit le matériau d'emballage, il va falloir le remplacer, cet emballage à usage unique, par du réemploi. Et là, en ce moment, en France, il y a la mise en place du retour à la consigne pour les bouteilles en verre, sous un, je ne sais pas trop ce que c'est, c'est une association qui s'appelle Go Réemploi, qui est financée par Citeo, qui est un éco-organisme qui prélève les éco-contributions sur les emballages. Donc Go Réemploi qui est en train, sur la partie grand ouest de la France, c'est-à-dire grosso modo de Lille jusqu'à Nantes à peu près, en train de mettre en place, avec certaines marques, des bouteilles, donc pleines bien évidemment, consignées et réemployables. Donc, il y a toute une structure qui est en train de se mettre en place, c'est plutôt bien fait. On commence par les bouteilles. Et pourquoi on commence par les bouteilles en verre? Parce que en Allemagne, c'est quelque chose qui fonctionne, on le sait, et en Alsace, c'est quelque chose qui fonctionne encore. Donc on se sert de cette expérience-là sur les bouteilles parce que on pense que c'est plutôt ça qui va marcher dans un premier temps. Et je reviens sur les 3 R pour terminer. Je me pose toujours 3 questions concernant ces 3 R. La première, c'est pour la réduction, c'est est-ce que j'ai besoin de cet emballage? Et des fois non. La deuxième, c'est est-ce qu'il est réutilisable, éventuellement réemployable? Alors, il y a une différence entre réemployable et réutilisable. Réemployable, c'est il va faire un tour complet et il va resservir exactement la même chose. La brasserie X met sur le marché sa bière dans une bouteille réemployable, souvent consignée ou pas. Elle va faire un tour et elle reviendra à la brasserie propre ou sale et elle la lavera sur place et elle la remplira avec de la bière et on fera des... Ça reviendra dans cette brasserie-là ou dans une autre, peu importe, mais ça servira toujours à la même chose. Et la réutilisation, c'est un autre sens. On l'a tous fait chez nous. Par exemple, le bac à glace qui est en plastique, qui est relativement rigide.
une fois qu'on l'a vidé, on va le garder à la maison et on va s'en servir pour faire autre chose, pour mettre des aliments à l'intérieur, au congélateur, enfin bon voilà, etc. Ça, c'est de la réutilisation. Et l'autre, c'est du réemploi. Dans la réglementation, on ne parle pas de réutilisation, on parle de réemploi. Cela dit, déjà, si vous pouvez réutiliser l'emballage, alors idéalement si c'est de l'aliment, pour des aliments, ça peut être un tote bag par exemple qui va remplacer un sac plastique, ou vous savez les sacs de caisse qu'on nous vend, et on en a tous 10 dans les coffres de voiture et dans les garages, parce qu'on les oublie quand on va faire les courses, donc on en rachète un autre. Mais bon, voilà, ça remplace des sacs en plastique plus légers. Donc voilà. Et la dernière question que je me pose, et c'est un petit peu ce que j'ai dit avant, c'est est-ce qu'il a une filière? Voilà. Je me pose ces 3 questions-là pour commencer. Et en général, quand j'interviens auprès des entreprises, je commence toujours par ça en fait. C'est OK, vous voulez améliorer votre emballage, ou vous avez un nouveau produit à emballer, c'est est-ce que vous avez besoin d'un emballage? Est-ce qu'il est réutilisable, réemployable? Est-ce qu'on ne peut pas tout de suite le mettre dans une filière de réemploi? Et est-ce qu'il a une filière en fin de vie de recyclage? Merci Arnaud pour votre partage d'expertise. Vous avez parfaitement recentré le sujet. Si vous êtes consultant à RSE et que vous avez écouté Arnaud Le Bérigot, vous voici nettement plus éclairé sur cette thématique déchets, réglementation. Et n'hésitez pas à joindre Arnaud pour vous accompagner dans vos choix qui seront visiblement bien éclairés. Merci encore Arnaud et à très bientôt. Merci à vous également.